Hey, hey! Hey! Oh! Tap-toup-tap-ti, Obélien. On danse. On danse. J'ai peur de tes chansons maintenant, bébé. Ouais, je sais, vu la dernière, j'imagine. Hey, salut tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode Flashback solo d'Obélien, où dans le fond, nous explorons le passé de nos personnages dans des petites aventures solo qui, sans nécessairement être directement reliées à la trame principale, permettent quelquefois de soulever un voile par rapport à certains secrets ou certains comportements de nos joueurs adorés. Wow. Et ce soir, je suis accompagné ainsi de Félix-Antoine Huard. Bonsoir Félix, ça va bien? Bonsoir, merci de me recevoir sur votre émission de radio, Pierre-Philippe. Ça me fait plaisir. Donc, vous venez me parler, dans le fond, du conflit israélo-palestinien, je comprends bien. Non, pas du tout. Je viens vous parler d'un homme à l'esprit torturé qui est poursuivi par une horde d'assaillants tentant de le mettre en prison, mais il a dans ses mains un petit bambin à l'allure jaunâtre. C'est parfait, la jaunisse. Hey, fait que oui, ce soir, le flashback de Alphonse. Mais avant toute chose, j'aimerais prendre le temps de dire à Félix, de dire quelque chose, Félix. Ouais, puis moi, j'aimerais ça te dire quelque chose à propos de des gens que j'apprécie, mais surtout une chaîne de magasins spécialisés qui, ma foi, prend une place de plus en plus importante dans mon cœur, mais aussi dans mon portefeuille. Et c'est bien sûr la gang de Imaginaire, les boutiques Imaginaire, qui sont nos amis de toujours. Tu leur lèves ton café. Ça, c'est... Oui, je leur lève mon café. C'est solennel. Ouais, c'est solennel. Noël arrive à grands pas, si vous écoutez cette vidéo à temps. Sinon, n'importe quelle fête. Hein, parce que dans le fond, qui a besoin d'un prétexte pour aller magasiner en toute quiétude ou avec passion, en ligne ou en succursale à la boutique Imaginaire? Vous pouvez y trouver des objets de jeux de rôle, des livres, des figurines, des accessoires. Vous pouvez trouver aussi des accessoires pour vos grandeurs nature, tout ce qui est LARPing, énormément d'objets de collection aussi, dont de la monnaie, de tout âge, de toute époque, de tout azimut. Et parlant de tout azimut, saviez-vous, vous pouvez vous faire livrer un jeu de Skip-Bo en Afrique du Sud. Ouais, c'est possible. Mais si vous êtes à certaines provinces au Canada, vous pouvez aussi avoir une livraison gratuite à l'achat de 59$ et plus. Et moi, j'en ai bénéficié pour m'acheter, je vais essayer de la pointer dans le bon sens, bang! Cette bannière du serment des membres de la garde de la nuit de la Night's Watch lors de nos dernières parties, ainsi qu'une petite flasque I Drink and I Know Things, parce que je suis un fan de Game of Thrones. Alors, je me suis rendu sur le site, pic, paf, pouf, quelques clics, et j'ai pu récupérer ma commande en magasin ou me la faire livrer à la maison. N'est-ce pas fantastique? Et bien, c'est ce que nous permet nos amis de chez Imaginaire. Merci beaucoup, Imaginaire. J'avais même pas vu que c'est ça que tu avais en arrière. J'étais comme pas capable de lire. C'est le serment de la garde partagée. De la garde partagée, ouais. Non, c'est pour ça, ouais, on la garde pas la garde partagée, mais... la garde de la nuit. La garde de la nuit. Ça paraît que j'aime tellement ce qu'on fait que c'est ça qui me stimule au quotidien. Mais oui, merci beaucoup, Félix. Et est-ce que vous savez qu'à l'Imaginaire, vous pouviez également acheter, et là, l'affaire, c'est que j'ai comme ouvert une page d'Imaginaire au hasard, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut acheter. On peut acheter un jeu de crib. Il y a des jeux de crib à l'Imaginaire. Je pensais qu'elle allait encore me parler des quilles finlandaises. Là. Non, j'ai vraiment pigé au hasard. Ça donne des jeux de crib de luxe. Très cool, ça. Hein? On se tanne pas de jouer au crib, surtout en famille. Je n'ai jamais joué au crib de ma vie. Pardon? Oui. Je m'excuse, cette révélation choc. Mais j'ai pas 85 ans. Je pense qu'on n'a pas le choix, Pépé, sur cette révélation choc. Il faut qu'on essaie de dire des choses difficiles et dangereuses dans le blanc des yeux sur notre thème musical. Oui, effectivement. Maintenant. Oh, hey, quel retour! Ça passe. Comme si on était transportés. Mais oui, parce que ce soir, je vous transporte dans le passé. Dans le passé d'Alphonse. Je vous amène avec nous dans une aventure rocambolesque et pleine de joie de vivre. Où, pour faire un tout petit, parce que je veux pas, on est dans un flashback. Fait que mon but, ce n'est pas de faire un flashback dans un flashback, mais seulement de Exactement, seulement de vous rappeler un peu ce qui s'est passé au courant de la dernière aventure. Alphonse, suite au décès de son père,
qui a été étalé un peu sur les murs. Un accident est parti avec le petit bambin, le bambin qui l'a finalement sauvé d'une mort certaine. Petit bambin jaunâtre tacheté noir, et il est parti avec un petit guépard qui tient dans ses mains. Et il est parti ainsi dans la forêt, vers l'espèce de sud-ouest pour se sauver des hommes de son père, et il a été sauvé in extremis par une amie de jeunesse, une de ses seules amies qu'il a eues lorsqu'il était plus jeune, une certaine Mira, qui est une espèce de jeune paysanne dans les mêmes âges qu'Alphonse, qui se sont perdus de vue alors que les années passaient, et que celle-ci a profité un peu de la situation lorsqu'Alphonse était dans de beaux draps pour le sortir du pétrin et le guider dans la forêt en direction de sa ferme familiale pour le cacher ou juste peut-être l'aider parce qu'elle a une bonne âme. Fait on reprend ici, à cet endroit-là, où on peut imaginer une espèce de forêt très épaisse, à la verdure intense, mais très sombre. Les plantes, les champignons, les pousses fusent de toutes parts, montent, grimpent, longeant des grands troncs larges qui sortent de différents étangs stagnants, éparpillés un peu partout dans le paysage. Et au-delà de ces branchages, on va dire très secs, qui ne reflètent aussi la température extérieure. On est très loin des marécages de Osnan où tout est très humide et lourd. Là, l'air est très sec. C'est en même temps très brumeux. Il y a une petite fumée qui s'élève depuis justement ces petits étangs-là. Et on peut apercevoir entre les différentes branches une grande jeune femme dans les mêmes âges qu'Alphonse, aux cheveux de couleur auburn entre le roux et le brun, le visage excessivement tacheté de taches de rousseur, qui mène le bal devant une absence de route, alors qu'Alphonse la suit de près, une espèce de grande dame plus costaude que lui et habillée vraiment à la manière quasiment à la garçonne, qui rouvre le chemin à Alphonse, lui disant un peu par où passer et où mettre le pied, parce que définitivement, Alphonse, si Mira n'était pas devant toi, tu ne serais pas capable de dire à quel endroit peux-tu poser ton pied sans nécessairement risquer de t'enfoncer ainsi dans les marécages jusqu'à la taille. Parce que certaines zones peuvent sembler dures et solides alors qu'elles ne sont qu'une surface molle qui finalement laisse place à un sous-sol submergé d'une eau stagnante. Fait que t'as vraiment Mira devant toi, elle ouvre le passage. De temps en temps, elle tourne de bord, elle te regarde, puis elle fait dans cette espèce de petite voix aussi que tu reconnais très bien, qui te dit pose le pied là, Alphonse. Et à moins vraiment que tu veux faire à ta tête, je vais toujours présumer que tu fais ce qu'elle te dit. Là. Oui, puis à la différence de ce qu'on connaît peut-être d'Alphonse, Mira, il va l'écouter au doigt et à l'œil. Là. Okay. Il fait une confiance aveugle et absolue. OK, parfait. Donc, tu te déplaces ainsi. Ça doit faire peut-être, je te dirais, un peu plus qu'une heure et demie que vous êtes sur la route après avoir fui les gardes. Vous descendez toujours plus vers une espèce de sud-sud-ouest environ. Vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans ce grand marais qui semble s'étirer à perte de vue. Alphonse, je vais te demander de me faire un petit jet de survie, s'il te plaît. Ouh, OK. Et je lance les dés Deep Sea Dice, le 7 Alphonse 4. Et c'est un 1. T'es sérieux? Ouais. Actuellement, t'as aucune... Il y a 1h30 lorsqu'elle t'a ramassé sur le bord de la route, là, lorsqu'elle t'a pris sur le pouce. Tu savais un peu, tu étais dans quel endroit, quelle zone, tu étais capable de t'organiser, de t'orienter, sauf que présentement, tu n'as aucune idée. Tu es où sur le territoire de l'Empire. C'est vraiment pas un endroit que tu es familier, de un. Puis de deux, elle t'a fait passer par tellement de petits chemins exigus, étroits, des petits zigzags ici et là. Tu n'as vraiment aucune espèce d'idée t'es où. Puis tu sais, sûrement que comme 40% du trajet, je regarde en arrière de moi à la recherche de torches ou de lueurs, savoir si on est suivi.
Un autre 40%, je regarde le bambin dans mes bras pour être sûr qu'il est correct et qu'il est pas blessé. Puis l'autre 20%, je me concentre à comme la suivre puis essayer de me repérer. Fait que, tu sais, j'ai aucune idée on est où, puis ça, c'est pas ça qui est au cœur de mon attention, de mon focus. OK. Vous continuez votre chemin. Elle n'a jamais pris vraiment le temps de s'arrêter pour te poser plus amplement de questions, excepté justement de t'avertir ou poser le pied. Et au bout de peut-être un autre 20 minutes de marche, alors que vous êtes sur un petit talus de terre, là, vraiment, qui sort de l'eau, est-ce que vous avez tous les deux pieds au sec et que vous êtes stable, elle fait volte-face, vraiment se pointe les pieds vraiment devant toi, là, elle te dépasse d'à peu près une tête et demie, puis elle te regarde dans les yeux de ces espèces de grands yeux verts sombres, puis elle te dit Alphonse, qu'est-ce que c'est que ça? Puis elle te pointe vraiment le bambin que t'as dans tes bras, dans le sens que tu vois qu'elle avait pas vraiment de... C'est pas une femme de parole, c'est pas une fille qui est très habituée non plus avec les mots en général, fait qu'elle passe pas par 4 chemins, elle va commencer avec genre l'éléphant qu'il y a dans la pièce, puis après ça, elle va probablement aller sur d'autres sujets. À l'origine, il s'agit de mon frère, Alphonse V de la Fine Plume. Le plus jeune et je présume à l'instant le seul véritable descendant membre de notre famille. Ce qu'il est advenu de lui, par contre, je n'en ai aucune idée. Et ça m'amène à ma prochaine question. Pourquoi est-ce que tu le transportes dans la forêt? Pourquoi tu étais poursuivi? Tu m'as mentionné que ton père avait finalement réussi à, disons, te tuer en quelque sorte, ce qui pour moi n'a aucun sens puisque tu te tiens devant moi, mais qu'est-ce qui se passe, Alphonse? Mon père m'a demandé de brûler vif mon frère. Il m'a fait cette demande après que j'ai imploré mon maître arcanique de guérir ce dernier. Il l'a guéri d'une affliction qui le terrassait depuis sa naissance, ce qui a résulté en cette transformation, que je présume temporaire, évidemment. Ceci étant, lorsque mon père m'a demandé de commettre ce geste odieux, c'était trop. La goutte qui a fait déborder le vase. Je lui ai donc ultimement tenu tête. Il a battu sa lame dans mon dos comme un pauvre lâche. Je me suis affalé sur le sol. La suite est floue. Très floue. Mais lorsque j'ai repris conscience, le bambin gisait dans le sang de mon père, qui lui était étalé partout sur les murs dans notre demeure familiale. Tu vois que sur ces mots-là, ses yeux s'agrandissent un peu à la manière d'une révélation soudaine. Là. Et elle fait comme un demi-pas vers l'arrière en faisant des allers-retours de son regard de toi au bambin, du bambin au toi. Puis elle te dit, est-ce que tu penses que c'est lui qui aurait fait ça à ton père? Tu dis-t-elle en pointant le bébé. Je ne crois pas, non. À dire vrai, Mirage, je n'ai jamais vraiment eu de cachette pour vous, mais... Il y a quelques heures, j'ai scellé un pacte. J'ai demandé à mon maître de sauver mon frère, peu importe le prix à payer. J'imagine qu'une partie de ce tribut était mon père, et pour ce qui est de la suite, je t'avoue n'en avoir aucune idée. Puis nerveusement, je risque de tapoter un peu mon livre, savoir qu'il est encore là, mais dès que je le sens, je retire ma main. Elle ne le remarque pas vraiment au moment où elle te dit et votre... elle a tout le temps eu l'habitude de te vouvoyer, mais finalement revenir au-dessus, alors que toi, tu vous vois tout le temps, tout le monde. Puis elle fait ton maître, il est où présentement, là? Il ne t'a pas suivi dans les bois? Vois-tu, Mira, mon maître n'a pas l'habitude de se matérialiser en chair et en os. Il réside à l'intérieur de ce tome. Puis je vais sortir mon tome, puis je vais le tenir un peu avec dédain, là, puis avec crainte devant moi.
sais, elle lève un sourcil de confusion. Elle te regarde comme si elle sait pas si tu viens de lui dire des mensonges ou si tu fais juste comme penser qu'elle est stupide puis tu fais exprès pour comme la bêler. Puis elle fait bon, écoute, ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave et on en reparlera une autre fois. Nous allons continuer la route et nous devrions au moins arriver bientôt au village. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne destination, Mira. Car vois-tu, même si je ne suis pas certain qui a commis ce meurtre, il est sûr que les gardes de mon père voudront me le mettre sur le dos. Je serai traîné en justice et fort probablement exécuté dans les prochains jours. La meilleure chose à faire, c'est de protéger mon frère. Si nous nous rendons au village, Je suis probablement couvert du sang de mon père. Là. Mm-hmm. je risque fort d'attirer les regards. Il faudrait trouver un endroit, une personne de confiance, à qui nous pourrions remettre ce bambin. L'espace de quelques semaines, le temps que je trouve une façon de m'expliquer et de guérir son affliction. Alphonse, c'est pourquoi nous allons au village. Ce n'est pas ce que tu crois. Fais-moi confiance. C'était probablement un espèce de moment où, dans sa voix, alors qu'elle te dit « fais-moi confiance », t'as cette espèce de réflexe de penser à lorsque vous étiez jeune, puis t'étais comme en haut d'un arbre, peut-être à une 4e branche d'un grand pin, puis qu'elle était en bas, puis elle avait fait comme un tas de feuilles, puis elle t'a dit comme genre « Alphonse, tu peux sauter, fais-moi confiance ». Puis t'avais sauté, et malgré toute la crainte de cette espèce de chute libre, tu t'étais comme bien entassé dans un, on va dire, moelleux tapis de feuilles, et tu n'avais eu aucune douleur, aucune blessure, alors qu'elle t'avait poussé à prendre des risques qui te permettaient de te dépasser selon tes propres craintes. Et vous savez que je vous fais confiance, mon ami. C'est simplement que si nous nous présentons ainsi au village, je crains que nous soyons associés l'un à l'autre. Je ne crois pas que tu n'as pas vraiment le... Comment je pourrais dire? Ce n'est pas l'image vraiment d'un village que tu te fais en tête. Tu vas comprendre, Alphonse. Bien. Une dernière chose, si vous le permettez, mon ami. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie un peu plus tôt. Véritablement, je ne crois pas qu'il y avait d'issue à cette confrontation avec ce garde, et je sais que vous valorisez la vie plus que toute autre chose, mais je n'avais pas le choix. Autrement, il aurait pu révéler notre présence et la route que nous allions emprunter. Vous avez toujours le choix, Alphonse. Facile à dire pour vous. Je vis dans un monde de contraintes. Et mes objectifs sont si clairs et définitifs que non, parfois la seule issue, eh bien c'est la seule issue. Et moi, je vis dans un monde de misère, Alphonse. C'est qu'elle se tourne puis elle continue le chemin. Ben. Puis je vais la suivre. Puis tu la suis. Et au même moment, alors que tu t'apprêtes à reprendre la route, t'entends l'espèce de ton petit frère comme un peu se gigoter dans tes bras et ouvrir les yeux alors que tu croises son espèce de regard un peu jaunâtre avec un fond de pupille presque entre le blanc crème et le blanc comme des os. Et il te regarde avec ses grands yeux curieux, puis il tire une petite main potelée vers toi pour essayer d'attraper peut-être un bijou que tu as dans le cou, quelque chose comme ça. Et tu vois qu'immédiatement son regard est tourné ailleurs alors qu'il regarde autour de toi et qu'il l'aperçoit au même moment que toi tu les aperçois aussi, ces espèces de multiples petites lucioles qui commencent à s'illuminer dans l'obscurité du marais. Et tu perçois en fait la lumière de ces lucioles-là qui reflètent dans son regard, faisant un peu l'effet presque d'une galaxie qui te rappelle aussi le regard que tu as quand tu croises, dans le fond, les yeux de Bartimius. Mm-hmm. Et tu comprends à quel point est-ce que cet enfant-là, présentement, il est vraiment pas au même
niveau de compréhension humaine qu'un enfant normal, qu'un bébé normal de son âge de genre quelques heures. Dans le sens qu'il est vraiment comme... Il est conscient et il réagit face à son environnement qu'il a autour de lui. Puis, tu sais, moi, ma préoccupation après cette prise de conscience, c'est... je veux pas qu'il souffre, mais je suis aussi étonnamment surpris, là, pris de court, que tu sais, il chigne pas, il pleure pas, il a pas faim, il a comme aucun besoin. Là. Non. Puis ça me tiraille de dire, bon, mais est-ce qu'on retourne vraiment en arrière? Est-ce que de le guérir de sa situation, c'est véritablement le guérir? Mais j'en fais pas part à personne. Je prends sa petite main, je la replace à l'intérieur de sa couverte, que je serre un peu. Puis j'essaie de me résoudre à pas trop m'attacher parce que dans quelques heures, je l'abandonne. Okay. Tu suis encore Mira, dans sa route. Vous sautillez de talus à talus, évitant ainsi les différents bassins d'eau. De temps en temps, tu aperçois des espèces de petits mammifères marins ressemblant peut-être à des loutres qui se déplacent entre les différents bassins. Et autour d'eux, tu aperçois également au début ce que tu penses être des espèces de grandes branches minces. Tu reconnais entre les branches un plumage brun et blanc, alors que on va dire que tu au même moment, tu es frappé un peu par la compréhension du lieu où est-ce que tu es et que tu comprends que finalement, tu es dans un endroit que tu as déjà entendu parler sans pourtant l'avoir vraiment visité, mais tu l'as déjà vu sur une map, tu l'as déjà vu sur une carte. On appelle ça le marais des Voudrans. Les Voudrans étant un grand oiseau échassier de marécage. Et c'est en les voyant ici, on va dire éparpillés un peu sur le territoire autour de toi, dans ces grands bassins, espèce de grand oiseau, un peu plus petit qu'un homme, au long cou élancé en forme un peu de L, qui ont un espèce de bec assez long mais crochu qui leur permet, on va dire, de comme percer les poissons ou les animaux qui vont chercher dans l'eau pour finalement les avaler. Puis tu croises leur regard de temps en temps, ceux-ci vont te fixer lentement mais sûrement, passer sur leur territoire. Il semblerait que c'est bien bon. J'en ai jamais mangé, mais il semblerait que ça se mange bien. Moi, tant et aussi longtemps que Mira fait pas quoi que ce soit, je ne fais aucune action ni aucun geste. Je la suis dans ses bottines. Puis habituellement, sûrement qu'Alphonse aurait comme étalé son savoir auprès du petit pour y raconter tout ce qu'il sait à propos de ces oiseaux-là, mais là, encore une fois, 40% de son attention derrière lui, 40% sur le fait que le bébé pleure pas, puis 20% faire comme « Oh fuck, on est des marais, là. » Puis courir. Parfait. Mais en sachant que vous êtes dans les marais des Voudrans, tu es comme capable d'un peu mieux te positionner sur la carte, on va dire, familiale. Et officiellement, tu es encore sur les terres de la famille, présentement. Et tu as cette réflexion-là qui te vient à l'esprit alors que Mira te fait passer aux côtés d'un très grand arbre au tronc très large, à l'écorce très épaisse. Et de l'autre côté de celui-ci, tu aperçois une éclaircie dans le marécage. Une éclaircie d'un sol stable qui n'est pas trempé dans de l'eau stagnante et qui est entourée on va dire, des espèces de plusieurs petits quais flottants qui permettent on va dire en quelque sorte de se déplacer entre certaines zones, des espèces de billots de bois qui sont attachés avec des cordes les uns aux autres. Et au milieu de cette éclaircie-là sec, tu vois plusieurs petits bâtiments, des maisons qui sont accoudées unes aux autres, soit en espèce de terre ou en roche, et ou même on va dire en bois, une espèce de bois sec qui a fait en sorte des petites huttes ou autre chose de genre-là. Nice. Et tu aperçois des gens qui vivent leur vie au quotidien là, des personnes qui ont fait ce lieu leur maison, alors que selon tes connaissances, justement, qui sont très poussées, et que ce soit sur ton environnement, que ce soit sur ta famille ou le territoire, tu n'as pas dans tes souvenirs la connaissance d'un village existant vraiment à cet endroit-là. Okay, il n'y a pas de village dans le marais des Voudrans, normalement. OK. Si tu me permets, DM, j'essaierais de m'approcher de Mira pour lui confier le bambin l'espace d'un instant. OK.
Comment tu fais ça? Ben, je lui tapoterais doucement l'épaule. Avant que nous nous rendions dans le village, j'aimerais faire quelques petites choses. Je vous prie. Pourriez-vous tenir, s'il vous plaît, mon frère dans vos bras? Depuis le début, elle a toujours eu l'air, depuis que tu l'as croisée il y a quelques heures, elle était tout le temps très définitive dans son approche et tout ça. Ce là t'es comme genre un peu malaisé alors que tu lui tends le petit bout de jaune que tu as dans les mains, puis elle le prend, mais elle sait pas trop comme. Tu sais qu'elle le tient dans ses bras, un peu à la manière de que tu tiendrais comme un gibier encore vivant, là, puis elle est comme genre. Alphonse, dépêchez-vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais ce n'est pas le temps de perdre du temps. Non, je me précipite. Je vais me diriger vers l'étang boueux le plus près. Oui. Je vais enlever mon grand par-dessus très riche, très finement décoré, que je vais comme placer dans la boue. C'est comme l'extérieur bien étalé dans la boue. Puis à l'intérieur de ce dernier, je vais venir placer toutes les fioritures que je peux avoir. Je vais y prendre tous les bijoux que j'ai, puis je vais les mettre dans une petite poche. Mon but, là, c'est de m'appauvrir le plus possible visuellement parlant. Puis après ça, je vais prendre de la boue, puis je vais m'en mettre sur le visage pour espérer qu'elle se camoufle puis qu'elle se mélange au sang. Habituellement, puis depuis des mois, j'imagine que je me nettoie avec prestidigitation. Puis là, il est pas question que j'utilise ma magie pour me nettoyer. Fait que j'essaie comme de me nettoyer, puis je ramasse tous mes vêtements boueux, tachés de sang, puis je vais essayer de juste les placer dans l'étang, puis de les couvrir le plus possible pour pas qu'il y ait des chiens qui puissent nous tracer avec l'odeur. OK. Qu'est-ce qui est le plus important? Là, je te pose la question. Qu'est-ce qui est le plus important présentement? La possibilité de cacher convenablement tes babioles ou le fait de te faire passer pour, on va dire, quelqu'un qui n'est pas de la haute société et qui a de l'air tout bonnement normal? Cacher mes trucs. OK. Je vais te demander de me faire un jet ainsi de ça serait un peu. Je pense que je vais te faire un jet comme l'équivalent de comme. Je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais en anglais c'est sled of hand, dans le sens que c'est vol à la tire. Du vol à la tire, mais un peu en sens contraire. Mm-hmm. C'est un peu comme du cachet à la tire. Caché à la tire. Ah, tu me niaises. 1, encore naturel. 2. Sur mon dé, man. You're going to jail, Dice. Ok, je vais. En bas ou en haut de 10? En bas. Ok. Tu places tes objets comme ça dans les temples, là, t'étends ça comme ça à bout. Parfait. Puis là, après ça, tu prends la boue, puis tu t'en mets sur toi, tu t'en mets dans ta face, tu essaies de te mettre. Tu sais, à un certain point, je pense que tu te rends compte que t'as comme exagéré on va dire ton subterfuge. T'as comme exagéré le fait de vouloir passer pour un gueux parce que justement, tu sais pas c'est quoi un gueux, tu sais pas c'est quoi un paysan. Fait que t'as de l'air de quelqu'un qui veut rire d'un paysan en se déguisant comme en paysan. Ah. Ouais. Mais mon but, c'est surtout de couvrir le sang. Oui. Mais c'est parfait. T'es couvert de boue dégueu, puis tu retournes voir Mira, puis tu sais, elle te regarde les yeux un peu plissés, puis elle fait comme. Mais qu'est-ce que tu as fait, Alphonse? Tu sais qu'elle sortit de rire un peu, en fait, là, vraiment. Tu as de l'air ridicule. Mieux vaut avoir l'air ridicule que d'avoir l'air d'un assassin. Je vais reprendre le bébé de ses bras. Ok, tu sais qu'elle te le laisse, mais tu le prends, puis il s'est comme endormi, là, il dort paisiblement. Puis elle te dit, elle fait hey, tu veux vraiment rentrer dans le village à Coutry ici? Mais tu attends un peu, mais au moins, tu vois qu'elle t'en enlève juste quelques couches au niveau du visage pour que t'aies pas l'air d'être comme une espèce de monstre des marais qui sort de nulle part, là, pour que t'aies l'air de quelqu'un au moins. Puis elle t'enlève un peu comme de boue qui commence déjà à sécher puis à craqueler sur ton visage, puis juste pour t'aider l'air au moins d'avoir des expressions faciales. Ouais, c'est pas un masque de boue. Ouais. Ok. Merci, mon ami. Au moins, on va se dépêcher. Viens, nous allons aller voir Olga. Olga? Olga. Je sais c'est qui, c'est sa mère. Ah, votre mère, pardonnez-moi. Oui. J'avais l'esprit ailleurs. Elle fait, il n'y a pas de malaise. Et ainsi vous pénétrez cette espèce de petit village de fortune là où quelques gens
tu aperçois quelques hommes de certain âge qui reviennent d'une chasse clémente avec plusieurs grenouilles au bout d'une longue perche. Et à d'autres endroits, tu vois une femme justement qui est en train d'amuser des enfants en leur faisant faire des comptines, puis en leur faisant faire comme différents apprentissages sur la nature autour d'eux. Et Mira t'emmène jusqu'à une des maisons faites en espèce de grand bois flottant assez léger, où une espèce de porte juste en drap qu'elle tasse. Puis elle te fait rentrer à l'intérieur rapidement en faisant signe de rentrer. Puis dès que tu pénètres l'endroit, tu aperçois une espèce de lieu qui est à 1000 lieues de la ronde de ton pas de ton palais, mais de ta maison familiale. Alors que c'est une petite hutte très compacte, très minimaliste, mais qui utilise chacun de ses centimètres cubes à son potentiel, dans le sens que genre tout est à sa place, tout est utile. Il y a une panoplie, on va dire de planches en bois comme accrochées au mur, où dessus il y a différentes, soit des outils ou soit différentes formules, des bocaux en vitre, des choses comme ça, et par-dessus une planche en bois, il y en a une autre et une autre et une autre, et sur le sol, il y a une espèce de grand tapis. Un grand tapis qui est fait, ça se pense que ça ressemble à du blé qui a comme été tressé ensemble, qui tapit le sol pour essayer de garder un peu le tout un peu moins humide. Et au fond, il y a une espèce de grande marmite qui est en train de bouillonner par-dessus un feu qui crache sa fumée via un trou qu'il y a dans le bois un peu plus haut. Mais malgré tout, l'endroit te pique un peu le nez, te pique un peu la gorge. Et alors que tu rentres à l'intérieur, tu entends Mira qui parle comme derrière toi à quelqu'un dans l'espèce de maison en disant Olga, nous avons de la visite. J'ai rapporté un invité. Et t'as déjà rencontré Olga très peu souvent. Je te dirais que tu l'as peut-être vu une fois ou deux fois dans certaines occasions. Ça a été souvent des occasions, je veux dire, qui n'étaient pas nécessairement prévues par hasard, soit en quittant la maison, ou soit en te promenant dans les bois, ou même peut-être une fois justement avec Mira. C'est une vieille dame qui a toujours eu l'air de son âge, dans le sens que quand tu étais enfant, elle avait de l'air vieille, et maintenant, lorsque tu la vois, dans le fond, passer le coin d'un drap accroché à un mur qui laisse couper une pièce en deux, et elle semble avoir le même âge. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris une ride par-dessus ses rides déjà présentes. Je vous remercie de votre hospitalité. Je sais que nous arrivons sans s'être annoncés. Et bien, à dire vrai, nous ne sommes pas dans notre appareil le plus présentable. Veuillez m'excuser. Olga, tu la vois que c'est une vieille dame aux cheveux blancs, là. Vraiment blanc comme le blanc laiteux des yeux de ton frère, qui sont accrochés en chignon par-dessus sa tête, étirés le plus possible, faisant en sorte que sa peau au front est comme moins ridée que sa peau plus basse, parce que justement, sa peau est étirée à un brin, et elle a des yeux d'un bleu de mer vraiment perçant. Tu as l'impression de voir vraiment l'océan qui perce au travers de ses pupilles, et elle est toujours vêtue de l'espèce de même breloque de tissu de laine, plein de tissus, une par-dessus l'autre. Les peu de fois que tu l'as vue, que ce soit été ou hiver, elle est toujours le même costume de rembourrage de tissu qui te donne l'impression que tu sais pas si elle est gigantesque ou si elle est tout petite, mais avec genre tellement de tissu. Ouais, nice. Mais d'après toi, elle est tout petite, parce que lorsqu'elle va s'étirer un bras ou marcher, tu vois que c'est des tout petites jambes et des tout petits bras qui sortent de ses grandes manches, et elle a comme plein de breloques accrochés sur elle, des espèces de petits sacs qui soient justement faits en rotin, ou vraiment comme un petit sac fait en fourrure accroché en place, et elle est en train, elle marche péniblement en tassant le rideau, puis elle te voit et t'aperçois son regard justement bleu qui est la seule chose de beau sur elle, parce que le reste, c'est quand même assez immonde, une vieille peau fripée. Mais au-delà de justement cette impression du premier regard que tu poses sur quelqu'un, sur son physique, tu vois qu'elle
elle a un esprit vif et brillant pour quelqu'un qui n'a pas eu on va dire, un enseignement de haute naissance. Ouais, puis tu sais, à titre indicatif, là, sans trop m'étendre sur la chose, pour le peu de fois que j'ai eu à la rencontrer, mais en s'ajoutant aux beaucoup de fois que j'ai rencontré sa fille ou que j'ai eu à interagir avec elle, j'ai toujours su qu'il y avait beaucoup plus à nous apprendre que ce que j'apprenais auprès des nobles. Tu sais, les nobles, pour la plupart du temps, m'ont parlé d'eux autres, puis de leur histoire, puis de leur sang, puis de l'importance de leur famille, tandis que moi, ce que je veux, c'est du savoir-terrain. Fait que je dois avoir énormément de respect pour elle. OK. Puis, petit indicatif pour toi, en fait, Alphonse, c'est pas... Tu le sais où est-ce que Mira elle habite habituellement, puis c'est pas là. C'est pas à cet endroit-là. Normalement, comme je te dis, puis comme à la base, comme ce qu'elle t'avait dit, elle t'a amené dans à la ferme, sauf que t'es pas dans une ferme, t'es dans une espèce de village, dans un marécage. Vous êtes pas du tout... En fait, c'est lorsque tu as pris conscience que tu étais dans le marais des Voudrans que tu te rends compte que tu n'étais pas du tout dans la direction préalablement établie vers chez elle, en fait. OK. Ben, avec des involtures, dans ce cas-là, je vais rajouter... Je vois que vous êtes relocalisé dans les marais. Votre nouvelle demeure est très hospitalière. Vous avez une impressionnante collection des spécimens botaniques locaux. C'est sûr que Olga se jette un regard à sa fille, se tourne vers toi, puis elle dit Alphonse, toujours aussi impertinent, c'est ce que je vois. Oui, malheureusement. Veuillez m'excuser. C'est probablement le temps que je passe avec ces nobles qui m'engourdit l'esprit. Oui, c'est même les nobles qui sont la réponse qui... Elle est vieille, là. On dirait qu'elle perd comme un peu ses mots, là, puis là, elle regarde un peu à terre, elle regarde un peu au plafond. Effectivement, nous nous sommes relocalisés. Nous avions une ferme à l'époque, n'est-ce pas, Mira? C'est sûr que Mira est genre comme, oui, mère, nous avions une ferme. Mais, vois-tu, Alphonse, c'est à cause des gens comme toi, des gens de cette haute naissance qui, lorsque le chaos tordu a disparu et que tout devait être reconstruit, ce sont ces mêmes gens qui ont commencé à prendre de l'expansion pour plus de ressources, pour la reconstruction, pour plus de nourriture, pour le repeuplage et tout. Et bien sûr que c'est plaisant pour vous de reconstruire alors que vous aviez perdu déjà des choses et des bâtiments, alors que nous avons perdu le peu de choses que nous avions et nous avons dû quitter alors que ton père voulait raser la ferme et prendre les différents, disons, biens terrestres qu'il y avait, la terre, les arbres, les animaux. Je vous ai déjà mentionné à maintes reprises que je ne suis pas comme ceux qui partagent mon sang. Et vous aurez le bonheur d'apprendre que mon père, à travers toutes les choses qu'il a tenté de prendre, a essayé de me prendre la vie. Et il a échoué. Il est mort. Oh, donc vous avez pris la sienne de ce que j'en comprends. Je ne sais pas si c'est moi exactement qui a causé ce geste, mais c'est le raccourci que nous pourrions prendre. Et vous avez ainsi décidé de venir passer le reste de votre existence dans les marécages du Vaudran, vous cacher ainsi au travers des gueux? Non. J'ai un colis de la plus haute importance que j'aimerais placer ici en catimini à vos bons soins. Je sais que je vous en demande encore une fois beaucoup trop. Mais dans la nuit dernière... Là, j'imagine qu'il y a comme un blocage, une zone de flou par rapport aux souvenirs qu'Alphonse a perdus, qu'il a échangé à la DAO. Puis que la conversation reprend après ces bruits sourds et cette discussion. Et c'est ainsi que mon frère Alphonse V a vu le jour dans des circonstances catastrophiques et désastreuses. C'est ce dernier que j'aimerais placer sous votre surveillance. C'est sûr qu'elle s'accote un peu sur la petite table en bois à côté d'elle, se tient un peu debout, puis elle finit comme par s'asseoir de fatigue sur une chaise. Puis elle te regarde, puis elle fait juste comme... Elle dit rien, en fait. Elle te fait juste comme signe d'approcher, toi, puis sa fille en question. Puis Mira, elle attend pas 2 secondes qu'elle va comme s'asseoir sur une autre chaise à la table en bois. Puis elle te fait comme signe de t'asseoir devant elle.
Je m'assois. Est-ce qu'il y a une petite table ou quelque chose à proximité sur laquelle... Vous êtes devant une table. Okay, il y a une table entre Parfait, vous. parfait. Ben, sur la table, je vais déposer le bambin, puis je vais déposer mon tombe. OK. Côte à côte. Puis tu vois que Olga te regarde. Elle n'a pas encore jeté un coup d'œil à l'enfant ni à ton livre. Elle dit, et pourquoi est-ce que c'est vers nous que tu te tournes, Alphonse? Est-ce que c'est parce que Mira t'a toujours considéré comme un ami, alors que le reste de ta famille te traitait comme moins que rien? Entre autres choses. Il y a aussi 2 facteurs qui me poussent à vous faire confiance et à vous confier ce que j'ai de plus précieux. Le premier, c'est que je sais qu'auprès de vous, il y aura l'éducation la plus tangible et la plus concrète. Je ne sais pas pour combien de temps je devrais m'absenter ici même si... Un jour, je reviendrai. Alors autant mieux qu'ils grandissent à l'écart de ces tours d'ivoire remplis de vieux fous qui n'ont rien d'autre à raconter que l'importance de leur arbre généalogique et de la pureté de leur sang. Et la deuxième raison qui me pousse à vous confier cet enfant... Puis je vais tasser les lambeaux. Puis les petits couvertures, j'imagine, qui recouvrent l'enfant pour essayer de découvrir sa peau jaunâtre. C'est qu'il est différent. Très différent. Okay, elle jette un premier coup d'œil à l'enfant, mais tu sais qu'elle... on dirait qu'elle jamais elle te quitte vraiment des yeux. Elle va comme descendre ses yeux rapidement sur le bambin, mais tout de suite les relever vers toi. Comme pour tout le temps t'avoir un peu à l'œil. Là. Elle dit, hey, vous savez ce qu'on dit des gens de votre espèce? Vous êtes souvent très, comme votre père, séduisant à l'extérieur, mais souillé dans l'âme. Ainsi, ce petit bambin, aussi laid peut-il être, aura-t-il peut-être une âme agréable? C'est très bien dit. Je tâcherai de m'en souvenir. J'imagine que sur ma route, dans les prochaines années, je rencontrerai des gens extrêmement laids. Il me fera plaisir de leur servir cette réponse. Vous n'avez pas besoin d'attendre, Alphonse. Je sais à quoi je ressemble. Oh, n'allez pas croire que votre apparence me dérange en aucun point. Vous avez dans le regard une vivacité que je trouve très séduisante. Vous savez que l'intelligence a toujours été pour moi la vertu la plus attrayante. Tu dis ça, puis il y a comme Mira assis à l'autre chaise qui te regarde avec une face de genre... Vraiment? Tu dois être ma mère. Là. Ouais, c'est ça, t'es ça. Fait, et ce bambin, c'est votre frère? Tu sais, puis tu vois qu'elle étire sa main vers lui, à moins que tu fasses quelque chose. Là. Est-ce qu'elle semble agressive? Non, pas du tout. Je laisse faire. C'est vraiment bizarre. T'as l'impression que c'est comme une espèce de vieille branche qui fait juste s'étirer vers quelqu'un. Là. Et c'est l'espèce de vieille main osseuse, noueuse, des doigts très fins, mais avec des jointures très, très épaisses. Là. Et elle veut comme elle vient poser comme sa main sur, vraiment sur, on va dire, au niveau du torse du bébé dans la couverture. Puis elle fait juste comme le tirer tranquillement vers elle, en faisant comme un peu glisser sur la table. Et à ce moment-là, il rouvre un peu les yeux en faisant une espèce de petit... Si elle continue à le traîner, puis elle regarde, puis elle fait... Ce bambin, c'est votre frère. Quel est-il? Il était affligé d'une maladie terrible. Le chaos tordu. J'ai demandé à mon maître arcanique de le guérir. C'est dans cet état qu'il l'a placé. J'imagine que le tout est temporaire. Et il est ainsi soigné de ce mal? Je suppose. Il ne semble plus en souffrir, à tout le moins. Alors, il vaut mieux pour lui de rester ainsi si ça le préserve de cette maladie. Voyez. Le chaos tordu est d'une douleur sans fin, alors que ce poupon semble être en parfaite santé. Puis tu vois qu'elle s'approche comme son index au niveau de son nez, puis elle fait genre une espèce de... Et puis tu vois que le bébé il est genre comme...
voyez, c'est exactement le genre de sagesse que j'espérais recueillir chez vous, Olga. En effet, c'est ma supposition. Cependant, il est certain que si je pouvais le guérir à la fois de cette nouvelle situation qui risque fort probablement d'entraîner chez lui une vie complète de rejet, de souffrance, de haine et de jugement, et à la fois le guérir du chaos tordu, eh bien, j'en serais fort aise. Alphonse, je peux vous assurer que ce n'est pas au travers des gens de ce village qu'il souffrira de rejet et de moquerie. Je crois que ce genre de comportement est associé à des personnes au sang bleu. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Vous avez bien fait. Une chance que vous avez croisé Mira dans les bois. Ça doit être bien cela, n'est-ce pas? Elle tourne vers Mira, puis moi, elle fait comme... en quelque sorte, mère, oui, nous l'avons. Je l'ai croisé dans les bois. Puis elle revient vers toi, puis elle dit... Mais dites-moi, si votre père est mort et que vous ne savez pas qu'est-ce qui l'a tué, qu'est-ce qui se passe présentement avec la régence de votre famille? J'imagine que ma lignée s'est éteinte, puisqu'il est inévitable pour moi de ne pas assumer les fonctions que mon sang me donnerait automatiquement. Jamais je ne pourrai assurer la régence de la famille Fine-Plume, et encore moins mon frère. Ouais. Et pour revenir sur une chose que vous avez mentionnée, comme je vous dois déjà beaucoup, je crois que je vous dois aussi la vérité. J'ai une vague idée de ce qui a tué mon père. Je vais mettre la main sur le tombe. Vous êtes d'un âge vénérable et d'une expérience incommensurable. Auriez-vous la gentillesse de peut-être m'éclaircir sur l'un des ancêtres de ma famille, un certain Bartiméus Fine-Plume? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Et je roule le dé pour les gens en audio. Elle te fixe sans bouger à un point où ce que tu te demandes si elle n'est pas morte. Là. Je regarde sûrement Mira comme shit. Puis tu sais, elle fait Bartiméus. Elle s'approche. Là, le tombe, tu l'as dans tes mains. Il est sur la table. Elle rapproche encore une fois sa longue main nouée en direction du tombe. Est-ce que tu la laisses faire? J'imagine que ma volonté propre, personnelle, c'est de la laisser faire. Mais qu'au bout d'un moment, un peu comme Gollum, là, je reprends le tombe puis je le tire vers moi. Puis je la regarde. Je ne vous le conseille pas. Il est beaucoup plus dangereux qu'il n'en paraît. Alphonse, comme je le dis, comme tu l'as dit toi-même, j'ai un âge assez vénérable. Même si j'ai un cœur jeune encore. Et je n'ai aucun souvenir d'un ancêtre dans ta famille, bien que j'ai vécu sur vos terres toute ma vie, et mes parents aussi avant toute leur vie, je n'ai aucun souvenir d'un homme du nom de Bartiméus dans votre lignée. Cela doit dater d'avant votre temps. C'est fort possible. C'est une vraie relique que vous avez là. Ce sont ses écrits, je présume. Nous pourrions le qualifier ainsi. Ce tome est à la fois une relique et sa demeure. En tout cas, un de ses gros sourcils broussailleux se lève un peu, elle fait « Qu'est-ce que vous essayez de dire? » Avec beaucoup de prudence, je vais ouvrir le tombe. Puis je risque de prendre une pincée à l'intérieur puis de faire sortir la plume que je peux faire apparaître à ma guise. OK.
Puis je vais laisser la plume écrire par elle-même sur une page vierge. Voir s'il se passe quelque chose. OK. C'est sûr que la plume, elle reste comme immobile, mais en suspens, en équilibre sur sa pointe, au milieu de la page, pendant quelques secondes. Et il y a juste comme Mira qui a reculé un petit peu sur la table, faisant grisser un peu sa chaise sur le sol, reculer un brin, avec les yeux un peu grands ouverts, alors que Olga, elle n'a pas nécessairement ce réflexe motricité-là non plus. Elle reste immobile devant la plume immobile également. Puis c'est presque comme si les deux se fixaient en quelque sorte. Là. Et tu vois que la plume, elle commence comme à dessiner quelque chose, en fait. Tu sais qu'elle écrit pas. Elle dessine quelque chose. Il y a comme un trait qui descend, puis un trait qui remonte, et ça fait une courbe. Et à la fin, la plume a comme terminé de dessiner ce qui ressemble à un de ces nombreux monolithes menhirs qu'on trouve partout sur le terrain et sur la terre impériale, un peu partout. Puis la plume, dans le fond, retombe sur le sol. Ou plutôt sur la page. Puis le gars a fait... Oh, fort intéressant. Un peu comme... Elle baisse le regard vers le poupon. Le poupon, à ce moment-là, rouvre les yeux. Et tu vois que ce dernier tourne un peu sa tête. Et il essaie comme, on va dire, de jeter un regard derrière Olga. Et tu vois qu'il étire sa main en direction de comme derrière Olga, comme s'il essayait d'attraper quelque chose de peut-être invisible. Mais tu vois qu'il s'étire, puis il y a comme sa petite main potelée jaunâtre qui essaie d'aller comme derrière Olga, puis, mais immobile, couché sur son dos, dans le fond, au milieu de la table. Il est juste comme... Puis il tire ses bras. Puis le gars, elle la regarde, puis à ce moment-là, elle a un petit air confus. Elle ferme ton livre, en fait. Le livre est devant elle, elle le ferme avec la plume dedans, mais la plume disparaît. Puis elle prend le poupon dans ses mains. Elle le tourne en direction de où est-ce qu'elle provient, derrière une espèce de drap. Et tu vois que le poupon, il fait juste comme étirer ses bras en direction du drap. Puis il est comme... Puis elle se retourne vers toi, puis elle dit... Est-ce que c'est la première fois qu'il agit ainsi? Oui, à ma connaissance. Il a été aussi fasciné un peu plus tôt par des lucioles dans les marais. Oui, mais présentement, il semble être attiré par quelque chose de nettement plus vieux. Puis tu vois qu'elle le prend, puis elle se lève avec. Puis elle commence à marcher tranquillement en direction du drap, avec le poupon dans ses mains. Est-ce que tu la suis? Je prends mon tombe puis je la suis. OK. C'est qu'elle fait seulement comme relever le drap. Et de l'autre côté, tu vois qu'elle a construit sa maison à un endroit où il y avait justement un de ces monolithes-là. Oh shit! Il y en a un dans sa demeure. Un petit en pierre, là. Avec juste des espèces de fioritures dessus qui ne veulent rien dire depuis toujours. Et à ce moment-là, le poupon étire ses bras envers le monolithe. Puis il dit définitivement, votre frère semble voir quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir sur les menhirs. Je vous en serais très reconnaissant si vous pouviez le tenir à l'écart de sa vision, tout le moins jusqu'à ce qu'il récupère ses forces ou qu'il grandisse un peu. Effectivement. Tu vois qu'il continue à étirer un peu sa main et tu le sais pas. Tu le sais pas si c'est le fait d'avoir marché toute la nuit. T'as eu une run là, nocturne au complet. Ah oui, t'as marché toute la nuit. J'ai frôlé la mort. Tu sais pas si c'est la fatigue, tu sais pas si c'est l'ambiance générale, ou tu sais pas si ça vient de se passer pour de vrai. Mais t'as l'impression que pendant le temps d'un clignement de yeux, là, le menhir, c'est comme faiblement illuminé. Alors que le poupon étirait ses mains devant lui. Je me retourne vers Mira, voir juste pour obtenir une validation. Là. Je trouve que Mira est en train de faire autre chose. Elle est comme en train de sortir son pack-sac et décider d'affaire. Je regarde Olga.
Ces traits n'ont pas changé. Je reviendrai. Et je vous apporterai un paiement suffisant pour l'aide que vous apporterez à mon frère. Pas de paiement, voyons, Alphonse. Entre gens du peuple, on s'aide. J'apprécie. Très beau déguisement, d'ailleurs. Ça cache bien le sang. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce genre de costume. Je suis désolé. D'ailleurs, alors que nous sommes sur le sujet, Puis tu vois qu'elle est sur le point de comme entamer une seconde discussion avec toi que le drap de sa porte s'ouvre et un jeune homme d'environ peut-être début vingtaine, il rentre à l'intérieur puis il fait comme il fait Olga, Mira, vous devez maintenant sortir. Et il y a des soldats avec des torches qui sont en route en direction. Ils sont à peut-être à une centaine de mètres. Nous ne savons pas comment est-ce qu'ils font pour pouvoir marcher. Ils semblent chercher quelque chose. Nous allons en fait nous réfugier un peu plus loin dans les marécages. Nous avons les bâtiments en bois en surélevé ou les arbres. C'est sûr que le gars se tourne vers toi et fait comme je crois qu'il vous cherche. Ne prenez pas la fuite, ce ne sera pas nécessaire. J'irai au-devant d'eux. J'ai une seule question pour vous, Olga. Une demande, enfin. Oui? Il est inévitable que mon frère ne peut pas porter le nom d'Alphonse V de la fine plume. Afin que je puisse reprendre contact avec lui peut-être un jour. Quel nom lui donneriez-vous ici, dans votre famille? C'est une bonne question. puis tu vois qu'elle regarde, elle tourne autour de toi, elle tourne autour d'elle un peu, elle te regarde toi, elle regarde Mira, puis elle s'arrête sur toi, puis elle te fixe, ses yeux plissés un peu. Je crois que nous pourrions l'appeler. Nous allons l'appeler Banfre. Banfre. Oui. C'est un vieux nom qui n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui dans aucune famille. Bien, cela parlera de son unicité. Oui. Je vous remercie, encore une fois, pour ce que vous faites. Et Mira, Tu vois qu'elle se tourne, elle fait Oui, Alphonse. Je m'approchais d'elle. Puis sûrement que toute notre vie, j'ai pas été super démonstratif, là. Tu sais, quand tu vis à grands coups de poing sur la gueule, t'as pas tendance à aimer très fort. Je vais la prendre dans mes bras. Ok. Puis je vais elle est raide comme une balle. T'as ça dans tes bras. très maladroitement, là. Oh oui. Puis tu vois qu'elle elle sait que c'est comme le mieux que tu peux faire. Hein. Puis au moins, est-ce que tu te détaches, elle te lâche comme une bine sur l'épaule. Là. je vous remercie de m'avoir sauvé la vie plus tôt aujourd'hui. Et plus tôt dans ma propre existence en me montrant qu'il y a autre chose que le sang noble qui au final nous pervertit le corps et l'esprit. Tu sais, Alphonse, il n'y a pas... Toi aussi, tu m'as appris de nombreuses choses. Et je pense que la plus importante, c'est de croire que l'homme, avec un grand H, n'est pas une espèce que l'on doit sous-estimer. J'ose espérer, et je le crois encore, que malgré ton air chétif et ta fragilité, tu accompliras de grandes choses et tu nous dépasseras tous. Votre confiance me ragaillardit, mon ami. Mais je suppose que mon chemin tire à sa fin. Adieu. Et je vais quitter la petite hutte. T'as l'impression qu'elle est comme sur le bord de comme te retenir, probablement parce qu'elle se dit genre que c'est un peu niaiseux que t'ailles te faire comme tuer de même si ton but c'est comme de les retenir. Elle sait pas trop, tu sais, c'est quoi qui va arriver avec eux autres. Mais elle a comme l'espèce de respect de vouloir te laisser un peu aussi ton moment de gloire, en quelque sorte. Et ainsi tu quittes la hutte. Est-ce que tu jettes un dernier regard au bambin ou...
Ben c'est ça j'allais dire. Une fois que je sors de la hutte, là, je vais sûrement essuyer une larme. Renifler une grosse shot, là. Puis je vais retirer un peu le drap qui couvre la porte. Au revoir, mon frère. C'est moment est-ce que tu t'entre-rouvres la porte, là, tu vois que Olga est comme penchée par-dessus lui avec une genre de grosse noix, une grosse noisette refermée, où qu'à l'intérieur, il y a une petite clochette qui a été mise. Et ça fait comme genre vibrer un peu comme un petit jouet. Puis elle passe au-dessus de sa tête comme ça, puis tu vois des petits bras jaunes qui s'étirent puis qui essaient d'attraper la clochette. Là. J'espère que nous nous reverrons. Et je vais quitter pour de bon. Tu quittes. Dès que tu sors dans le village, tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de s'amasser au centre du village. Il y a plein de personnes qui ont ramassé leurs objets, tout ce qu'ils possèdent. Puis ils s'apprêtent à justement partir en direction un peu plus loin dans les marais pour essayer d'éviter les gens. Là. Puis je vais essayer de parcourir la plus grande distance possible entre moi et le village, comme dans une direction opposée, pas directement en ligne droite vers là où je pense que vont promener les gardes là, en revenant sur mes pas. Voilà un peu comme un triangle là, où la pointe c'est les gardes. Nous autres on est sur une base inférieure. Ben moi je vais m'en aller vers une autre base. L'autre base inférieure, parfait. Ouais. Est-ce que dans le fond tu laisses tes objets que tu avais laissés là dans le bout comme ça? Là? Tout à fait. Parfait. La seule chose que je traîne c'est mon tombe. Puis une fois que je suis convaincu d'être à une assez bonne distance, je vais ouvrir mon tombe. Bartiméus, à vous de jouer. Puis je vais utiliser prestidigitation pour faire apparaître des petites étincelles mauves dans les airs, comme pour signaler ma présence. OK. Tu trouves ton tombe, puis tu commences à essayer d'incanter, puis tu vois qu'il se passe rien. Et c'est à ce moment précis que vous reniez votre élève. Puis tu l'entends faiblement, son espèce de voix qui peut être portée par le vent, que seulement toi tu entends. Là. Comme si c'est en train de couler depuis le tombe lui-même. Il fait... Hé, Alphonse, je l'ai senti, ton hésitation et ta crainte de m'utiliser au courant des dernières heures. Voilà un peu comme une punition d'avoir voulu m'ignorer pendant ce court moment. Puis, tu vois, t'essayes de faire le sort, t'essayes de forcer, là, il se passe rien du tout. Mais tout de même, t'aperçois, ou plutôt t'entends des gens qui se déplacent dans le bois, puis t'entends des soldats crier quelque chose du genre « Il y a quelqu'un là-bas! Hey! Il y a quelqu'un! » Puis tu essaie d'apercevoir, tu penses qu'ils te voient, mais toi-même, tu as de la difficulté à les apercevoir au travers de cette espèce d'enfer vert. Mm-hmm. Il y a comme des espèces de splash dans l'eau qui s'entendent, des gens qui crient, t'entends des soldats qui ont comme de la difficulté à marcher vu l'épaisseur de la boue, des personnes qui font comme genre « Ah, ma botte est coincée! » puis des choses comme ça. Et ça continue à avancer en ta direction, puis ça devient de plus en plus intense, de plus en plus grave. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de trouver un endroit sec, comme un petit moton de terre ou quelque chose pour pas avoir les deux pieds dans le bout. Là. Mm-hmm. Puis je vais m'asseoir. En signe de non-violence. Je suis ici, votre régent, Alphonse IV de la Fine Plume. Tu réentends la voix de Bartiméus qui te dit si tu le désires, Alphonse, je pourrais m'occuper d'eux en échange d'un coup. Est-ce que cela protégerait mon frère? Et très bon pas. Je vais prendre le tombe. Je vais me lever debout d'abord. Mm-hmm. J'ouvrirai ces pages. Vous ne valez rien à mes yeux. Venez vous confronter à moi et périssez sous ma puissance.
Tout comme j'ai tué mon père. Tu es en train de dire ça, puis t'as ces phrases-là qui te... T'es comme... T'as vraiment de l'avoir le plus incommensurable que tu peux l'être à ce moment-là. Que t'as entendu comme le sifflement de 3 objets qui ont percé les airs et tu les as sentis pénétrer ta chair, c'est 3 flèches. Tu vois qu'il y en a une qui t'a rentré dans l'épaule, l'autre qui t'a rentré dans la jambe et l'autre dans le pied. Nice. Au moment où tu t'es levé debout. Parce que j'imagine que 14, 13 et 17 te touchent. En fait, ça dépend si j'ai la possibilité de prendre une réaction. Je te dirais que non, parce que tu le sais pas. Alors oui, tout ça me touche. Ouais. Puis j'ai 14 points de vie, fait que... Ben écoute, peut-être qu'il était encore debout, en fait. Ça fait... ça fait longtemps que j'ai pas calculé des affaires de même. Ça fait 12, t'es encore debout. Tu vois que tu t'as mangé 3 flèches alors que tu aperçois vraiment ces soldats de ton père qui percent la forêt, percent le marécage. Et t'as vraiment eu le temps de comme les sentir rentrer, cette espèce de douleur vive qui t'a piqué l'épaule, qui t'a piqué la jambe, qui t'a piqué le pied. Et tu vois qu'ils ont fait exprès pour comme... Ils ont pas visé pour te tuer, là. Ils ont visé pour te blesser. Ma réflexion derrière cet ajustement, DM, c'est que... Si j'ai la possibilité avec Bartiméus de faire un bain de sang et que je laisse ma peau, le dossier est fermé. Puis il risque d'abandonner la chasse. Fait que tout ça dans le but de protéger mon frère. Ok. Fait que si jamais je vois un quelconque garde à proximité, là, je plonge ma main à l'intérieur de mon tombe puis je vais diriger ma main glaciale dans sa direction puis je vais essayer d'aller l'étrangler puis de siphonner sa vitalité. Okay. Ok, ben absolument, oui, dans le sens que je ferais pas comme faire un tour de jeu d'initiative pour ça, mais à un certain point, les gardes. En fait, ce qui se passe, c'est que les gardes, à un certain moment donné, arrêtent d'avancer, ils sont en périphérie de toi, éparpillés un peu en espèce de demi-cercle sur une certaine distance, te coupant ici la retraite. Puis ils font juste comme attendre, et tu vois qu'ils portent les habits de ton père, les couleurs, tout ça de la famille, de la fine plume. Et il y en a un de ceux-ci qui se détache un peu du lot, une espèce de jeune homme que tu as déjà croisé à de nombreuses reprises dans d'autres circonstances. Et alors qu'autrefois, il te regardait comme un supérieur hiérarchique, maintenant il te regarde comme une sous-merde. Puis il défile un espèce de ruban qu'il a dans ses mains, puis il fait « Alphonse IV de la fine plume, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre père. Vous êtes accusé de fratricide. Je vous demanderai ainsi de vous coucher sur le sol et de déposer le livre. » N'est-ce pas la façon dont vous avez toujours acquis du pouvoir? Le pouvoir ne se présente pas à vous, ne se mérite pas, ne se donne pas, il se prend. Mon père est mort et je suis maintenant votre supérieur, vous me devez allégeance, déposez vos armes ou vous en payerez le prix. Fais-moi un jet d'intimidation avec des avantages, s'il te plaît. Est-ce que c'est parce que je suis plein de boîtes? Parce que t'es plein de boîtes, t'es plein de sang, ils sont genre 12 pis t'es tout seul. C'est bien. 13. Tu le sens comme il hésitait, là, comme si pendant une fraction de seconde, dans son regard, il se disait hey, c'est vrai, ce gars-là s'est rendu comme le chef de la famille, en quelque sorte. Mais genre, définitivement, je dis pas comme son père est pas mort d'un arrêt cardiaque, là, il a éclaté ses murs. Là. Fait qu'il s'est comme passé quelque chose. Fait que tu vois que pendant quelques secondes, il est comme pas sûr. Et t'aperçois là, derrière lui, à une certaine distance, entre les feuillages, Mira qui t'a suivi pour voir qu'est-ce que t'allais faire. Puis tu vois qu'elle est comme un peu tétanisée, en fait, à ce moment-là. Et alors que tu attends un peu... Allais-tu dire quelque chose? Excuse-moi. Vous ne me laissez pas d'autre choix. Agenouillez-vous devant votre supérieur. Je suis le nouveau maître de la famille Fine Plume. Rangez-vous dans nos rangs ou périssez.
Sauf que le peu d'hésitation qu'il avait encore dans son esprit s'efface, alors qu'il disait à ses hommes: bon, allez me le chercher, ça suffit. On a assez perdu de temps comme ça, on marche comme ça dans les marais depuis une journée, là, ça arrête. Et vous voyez comme tes soldats commencent à s'approcher autour de toi et le cercle tranquillement se referme. Qu'est-ce que tu fais, Alphonse? Je vais ouvrir mon tome. Oui. Puis je vais m'adresser à Bartimius. Ok. Quel qu'en soit le coup, tant que cela n'afflige pas mon frère, exterminez-les. Ok. Il y a je te dirais peut-être une demi-seconde où tu as encore la vision de toi qui tient le livre. Mais à un certain point, tu te rends compte que c'est comme si tu étais comme dans une espèce de projection presque astrale. Tu n'es plus vraiment dans ton corps, tu n'es plus toi. Mais tu n'as pas une vision vraiment sur la scène en soi. Tu ne fais que, on va dire, vaguer et divaguer au gré d'un courant que tu n'aperçois pas dans les airs autour d'un arbre du marécage. Tu te sens comme flotter, voler au-dessus du marais, au-dessus des cimes. Alors que tu as une vision, on va dire, d'ensemble sur tes terres à toi, sur le marais, sur les champs, et au loin, t'aperçois, en fond, ta maison familiale du haut de cette colline. Mais tu les entends, ces hurlements de cris et ces douleurs, ces pleurs et ces gémissements, ces souffrances, ces membres qui se déchirent, qui proviennent de sous la cime des arbres, alors qu'une force intangible, mais infernale, est en train de se déverser sur les soldats de ton père. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe présentement. Tout ce que t'as, c'est cette vision calme et paisible d'une terre qui officiellement t'appartiendrait, mais que peut-être officieusement, tu ne mettras plus jamais les pieds. Et ça dure, cette vision-là dure peut-être quelques minutes, et ensuite le noir total. Lorsque tu rouvres les yeux, la première chose que tu aperçois, c'est l'azur du ciel. Il fait clair, il fait beau, il fait chaud. On est loin des marécages. Mais tu le sens sur toi, cette boue qui a collé, mélangée à du sang, qui a séché, qui a craquelé sur ton linge, sur ton visage, sur ta tête, qui a étendu tes cheveux sur ton crâne. Tu t'es rarement senti aussi sale de toute ta vie. Lorsque tu étires un peu le cou, tu peux apercevoir derrière toi une route de pierre qui défile. Et si tu regardes devant, tu aperçois le devant d'une charrette avec un homme accoudé sur le siège de celle-ci de dos, qui est en train de tirer paisiblement sur, dans le fond, la laisse d'un grand cheval de trait qui se promène tranquillement, alors que tu entends le cliquetis de la charrette, les roues qui tournent. Et si tu tentes de te soulever un peu plus, tu entends le bruit des chaînes qui se sont accrochées, qui s'entrechoquent alors que tu as tes mains, dans le fond, liées sur des chaînes qui sont, dans le fond, pas vissées, mais accrochées au sol de la charrette. Qu'est-ce que tu fais? Je dois maugréer un peu, tirer un petit peu sur les chaînes, essayer de comprendre. Y a-t-il d'autres personnes avec moi à l'intérieur de cette cage? Il n'y a pas d'autres personnes avec toi à l'intérieur. Non, t'es pas dans une cage, t'es vraiment seulement dans la charrette, attaché à la charrette, ce qui... Et on va dire la manière que t'es attaché, ça te laisse pas beaucoup de mouvement. Tu peux pas comme commencer à te déplacer tant que ça. C'est presque comme si t'étais... comme si l'espace de fer, les chaînes de fer qui te retiennent les mains ont seulement peut-être peut-être une vingtaine non, plus que ça, peut-être une quarantaine, cinquantaine de centimètres entre tes mains et le sol de la charrette. Fait que tu peux pas vraiment comme genre te lever ou rien de ça. Et moi, est-ce que tu te mets à bouger un peu, tu te regardes autour de toi dans la charrette, il y a comme plein de stocks, une espèce de un tonneau de bois qui est installé là, il y a aussi des sacs de jute, autre chose. Tu penses voir des objets à toi que tu avais sur toi, là, exemple ton lin. En fait, tu n'avais pas grand chose sur toi, fait que non, tu vois rien partout. Tu n'avais rien. Est-ce que je vois mon tome? Tu ne vois pas ton tome. Et au moment où tu bouges, tu entends la voix assise sur la charrette qui dit
Oh, vous réveillez finalement. Ne vous inquiétez pas, nous avons quitté depuis seulement quelques jours le petit port de Port de l'Âge et nous sommes en route vers la capitale impériale. Qui êtes-vous? Où est mon tome? Qui je suis n'a pas vraiment d'importance, sincèrement. L'important, c'est que vous, de savoir qui vous êtes. Vous êtes Alphonse IV de la Fine Plume. Vous êtes en recherche, vous êtes plutôt recherché présentement pour le meurtre de votre père, mais également aussi d'une douzaine de soldats qui ont été affreusement mutilés dans les bois, comme s'ils avaient été attaqués par une bête sauvage. Cette bête sauvage que vous semblez être, Alphonse. Je sais que parfois on vous nomme Courtebarbe, je sais que même parfois on vous nomme également le fou Courtebarbe, puisqu'il semblerait que vous parlez seul. Eh bien maintenant, vous êtes aussi le meurtrier Courtebarbe, et c'est pourquoi je vous transporte maintenant jusqu'à la capitale où vous serez jugé et où je me ferai donner un montant conséquent pour votre capture, puisque vous êtes recherché. Vous êtes un chasseur de primes. Oui, vous pouvez appeler ça comme ça, et je dois vous avouer que lorsque je vais en parler avec mon frère, il va être d'une jalousie verdâtre face à cette capture que je viens de faire, qui, ma foi, a été tout de même très facile, je dois avouer. Tout près de mon corps inanimé, qui autrement, si j'avais été actif, vous n'auriez jamais pu me prendre. Auriez-vous retrouvé un tome très ancien, un livre? Oui. Où est-il? Oui, mais je l'ai gardé, il est quelque part dans mes bagages. Je ne sais pas pourquoi vous avez tant d'intérêt pour cette babiole qui était remplie de pages blanches. J'adore la lecture. Ne vous convertissez pas en voleur, chasseur de primes, encore moins voler la propriété et les biens d'un noble. Remettez-moi mon tome immédiatement. Depuis le début, tu l'as pas vu. Hein. Il est resté de dos, puis tout ce qu'il faisait, c'est conduire sa charrette, puis il s'est jamais tourné vers toi. Puis tout ce que tu le vois faire, c'est lever un peu la tête vers le ciel, comme s'il retenait un rire. Là. Puis il fait oh, désolé, vous n'êtes plus un noble. En fait, vous n'êtes plus grand-chose, mais tant que vous avez votre tête appris à ce montant. Et écoute, si jamais ce volume a une quelconque importance pour vous, je vous le donnerai au moment où nous arrivions à la capitale et où vous serez livré aux forces en place pour le montant qui vous a été attitré pour votre capture. Et j'en fais une promesse sous mon nom de Joseph de Boncoeur, je vais vous porter à la capitale et vous donner. Et sais-tu qu'on va arrêter l'épisode? Mother. Ah non! Pas lui! Non, c'est pas lui. Non, je sais. C'est son frère. C'est son frère. C'est encore pire. Encore pire, Ah non. Dans quel merdier je me suis foutu. Cool! Hey, merci tout le monde d'avoir suivi ce court one-shot mettant en vedette Alphonse, qui nous avons repris où est-ce qu'il était la dernière fois et nous allons voir où est-ce que cela va le mener dans les prochaines aventures flashback qui seront bien sûr suivies de les épisodes normaux comme on les connaît, où toute la gang d'aventuriers ensemble s'amuse comme des petits fous dans l'Oasis. Comment je finis avec genre une mission puis des papiers officiels? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Good job, Pépé. Ton café. Merci. Mon café Tim Hortons, c'est notre nouveau sponsor. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais merci à toi, Félix. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Je vous encourage fortement à liker, partager, commenter. Il y a encore des nouvelles personnes qui me disent « Hey, je viens de découvrir votre podcast, c'est vraiment cool. Je vais vous commencer maintenant, je me clenche vos épisodes. » Fait que la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de le partager puis dire à votre voisin « Hey, connais-tu ça, Bélien? » C'est genre une gang d'amis qui font des jeux de rôle, d'actual play. Écoute ça, c'est cool. Fait que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Et si jamais vous êtes prêts à nous lancer quelques pièces, nous envoyez sur un Patreon sur lequel nous mettons des exclusivités pour nos adoreux mécènes. Et d'ici là, merci encore une fois à toi, Félix. Merci à vous. Merci à toi, Pépé. Ça fait plaisir. Félix, le mot de la fin, s'il te plaît.
Tabar. À la prochaine.